L'invité du jour est Geoffroy Vaha. Il est le directeur général de Trui TV et Watt FM. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de deux sujets, remaniement ministériel entre dénomination, remerciement et nomination. Également, deuxième sujet, à la loupe de la loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kaboré, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Alors, première question, comment est-ce que vous avez accueilli, comme de nombreux Burkinabés, ce remaniement ministériel? Est-ce que c'était attendu? Parce que pour beaucoup, c'était une surprise. Oui, mais bon, c'est que quand on parle de remaniement, il y a toujours ceux qui disent, bon, on savait que ça allait venir, on sentait que ça venait. Bon, je ne sais pas s'ils sont dans le secret des dieux, mais aussi, il faut reconnaître que souvent dans les couloirs, je suis sûr que, bon, il y aura bientôt des changements. C'est des éléments qui arrivent de façon cyclique, périodique. Et donc, bon, quand ça arrive, nous, observateurs, on le prend tel quel et puis on regarde les compositions, on regarde les changements qui sont apportés et puis on essaie de les lire. Sinon, savoir que ça devrait arriver, avoir le don de jeteur de Cori, je pense que c'est pas ça le plus important. Mais quand on regarde aussi, non seulement dans la forme mais aussi dans le fond, c'est les changements de dénomination. Comment est-ce que vous appréciez ces différents changements quand on prend que ce soit ministère de la fonction publique, ministère de la défense ou encore le ministère en charge de l'habitat et tout? Oui, vous faites bien de le dire, c'est vrai que déjà on est précisément sur les questions de changement de dénomination, mais il y a quand même dans la forme quand même le rétrécissement qui a été envisagé. Je pense que les départements ministériels qui étaient de 24 sont portés déjà à 22 et évidemment il y a les dénominations dont vous parliez, mais cela est dû aussi au fait qu'il y a eu des fusions. C'est sûr qu'on va revenir là-dessus. Et puis je crois aussi qu'il y a un message qui est tout le temps revenu, c'est celui de faire des économies d'échelle si on peut, en tout cas dans la façon de gérer. Et donc cela concerne aussi l'administratif de façon générale. Et donc parce que les missions ne disparaissent pas forcément, mais on essaie de réorganiser les choses de sorte à ce que certaines puissent échoir à d'autres groupes d'organisation sans que ce soit pesant et que les objectifs soient toujours donc atteints sinon plus. Et donc c'est ce type de réorganisation là qui sont souvent faites pour obtenir des économies d'échelle, comme je disais, parce qu'aujourd'hui le Burkina a fortement besoin de moyens et là où on peut se permettre donc de grappiller, on n'hésite pas. On a vu, cela s'est fait avec les fonds qui ont été regroupés pour les rendre un peu plus un peu plus en adéquation avec la vision et les besoins, mais aussi dans la réalité aussi de faire des économies comme je disais tout à l'heure. Et cela concerne aussi les ministères. Et parlant des dénominations, on a par exemple celui de la fonction publique qui est devenu de la fonction public du travail et de la protection sociale qui est devenu le ministère des serviteurs du peuple. Moi, quand j'ai entendu ministère des serviteurs du peuple, j'ai dit il n'y a pas meilleure façon de concentrer en quelques mots ce qu'on attend de ce ministère et ce qu'on attend de ceux qui dépendent de ce ministère mais qui le composent. Pas seulement, mais ce qu'on pense être notre fonction publique de façon générale. On sait peut-être à un moment donné, du fait de l'évolution des choses, on s'est mis dans un confort du fonctionnaire qui est celui qui est l'administratif, pas forcément tourné vers la fonction première qui est celle de servir. Alors que quand on dit servir dans son sens étymologique, il y a parce que le terme même qui est c'est serviteur, c'est même pas seulement servir, c'est serviteur. Derrière, quand on prend l'étymologie, ça ramène à esclave et tout. C'est dire que c'est d'abord fort de sens. C'est d'abord fort de sens. Et serviteur, il y a le caractère divin aussi, celui qui est au service de Dieu. Quand on est au service de Dieu, je ne pense pas qu'on lésine et qu'on triche. Je ne pense pas aussi qu'on ne soit pas dévoué. Et c'est vrai que c'est des éléments qui ont évolué avec le temps, avec notre monde moderne. Il y a beaucoup d'autres appréciations qui sont mises dedans et qui sont. Mais le principe premier et ce qui sous-tend tout cela, c'est d'abord la question de se mettre à disposition, d'être prompt à trouver des solutions, être engagé pour
servir, et c'est ça qui est le plus important. Je pense que c'est pour cela que ici et maintenant, il y a ce doigt qui est mis là-dessus, et puis à l'endroit de qui? À l'endroit du peuple. Parce que quand vous prenez même dans le sens encore pour revenir à l'étymologie, comme je disais, la question du serviteur, c'est celui qui est dévoué à quelqu'un. Il y avait le serviteur qui était un peu l'homme libre, mais qui, en contrepartie de la protection, notamment de celui qu'il servait, était dévoué. Mais celui qu'il servait, c'est celui-là qui le protégeait. C'est celui qui donnait la contrepartie de la protection. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui est mis en termes de dénomination, c'est que celui qui protège, c'est le peuple. Et celui qu'on doit servir, c'est le peuple. Et je pense que c'est là où les choses prennent tout leur sens. Alors, dans certaines administrations, d'abord, il faut le dire de façon claire, il y a des agents qui n'ont pas attendu ces changements de dénomination-là pour être des agents exemplaires. Ça, il faut le dire de façon très claire. Et notre administration en compte vraiment énormément. Il y en a qui sont vraiment exemplaires. Mais il y en a aussi qui ont compris autrement la chose. De sorte à ce que, quand vous venez, la personne vient peut-être à 9h, 1 heure, 2 heures après, elle a fermé, ou bien quand elle est là, elle prend 30-40 minutes, vous ne savez pas ce qu'elle fait, il y a une longue ligne, c'est à croire que c'est des personnes qui n'existent pas. En fait, on a longtemps eu aussi par moments, à cause de certains indélicats et de certains moutons noirs, cette perception même du service public de façon générale. Alors que c'est celui qui doit trouver les solutions, celui qui doit assister, logiquement, celui qui vient, qui est demandeur de service, et qui vient là, qui a un temps à passer, et vous êtes là pour lui donner assistance. Et donc, cette double coïncidence des choses fait que chacun devrait être empreint, on va dire, d'intentions en tout cas bienveillantes, mais quelquefois c'est pas ce à quoi on a droit. Et quand on a cette dénomination ministère des serviteurs du peuple, je pense que ça veut tout dire pour celui qui dira vous êtes où? Je suis pas à la fonction publique. Non, vous êtes où? Je suis au ministère des serviteurs du peuple. Je pense que dans la tête ça doit sonner fort et ça veut dire beaucoup de choses déjà. Est-ce que dans cette lancée on pourrait retrouver l'appellation fonctionnaire être transformée à le serviteur du peuple, et aussi même pour frapper encore plus les mentalités au niveau des concours de la fonction publique, que l'on dise maintenant le concours de recrutement des serviteurs de l'État? Est-ce qu'on parviendrait peut-être à ce niveau? Même pas serviteur de l'État, serviteur du peuple plutôt. Je pense que ça aussi, c'est ce qui est lourd de sens. Parce que c'est le destinataire de tout votre engagement, c'est le destinataire de toute votre attention, c'est le destinataire de ce pourquoi vous avez été recruté. Donc en définitive, celui qui franchit les portes de l'administration, vous en êtes le serviteur. Je pense que ça veut tout dire. Et ça, c'est pour moi un élément qui est vraiment lourd de sens. Et évidemment, ça oblige aussi à un certain comportement. Ça demande aussi une certaine probité. Je ne pense pas que le rôle du serviteur, c'est de voir un peu ce qu'il peut mettre dans sa poche et puis rentrer le soir. Donc, et on a eu des exemples grâce à la justice et certains éléments qui ont été mis quand même un peu en monovision, de comprendre qu'il y a beaucoup d'intelligents aussi dans notre administration. Donc je pense que c'est une façon de moraliser à la fois notre administration publique, mais aussi de lui montrer la vision nouvelle dans laquelle tout le monde doit s'inscrire. Et je précise encore qu'il y a beaucoup d'agents, beaucoup d'administratifs, beaucoup de la fonction publique qu'on connaît qui sont déjà assez dévoués. Maintenant, il y a ceux aussi, c'est ça le problème, qui ternissent l'image de tout le monde. Hélas, malheureusement, sur le plan de la défense, comment est-ce que la nouvelle dénomination vous parle? Oui, là, il y a un mot qui est ajouté, je pense que c'est guerre, parce que c'est le ministère de la Défense et des anciens combattants qui est désormais dénommé donc ministère de la guerre et la défense patriotique. Donc il y a le caractère patriotique qui est ajouté à l'aspect défense. C'est vrai qu'on dit défense et anciens combattants. Le mot même défense, ça ramène à quoi quand nous on regarde? Là, c'est l'ancienne appellation. C'est l'ancienne appellation. La défense, c'est la préservation de ce qu'on a comme intérêt, c'est-à-dire physique, moral et tout autre. Quand on regarde de façon générale, quand on parle de défense, ce qui vient, c'est la question de protection, par exemple. Et quand on parle de défense, c'est la question de la résistance. Quand on parle de défense, il y a peut-être ce qu'on pourrait penser être une action, mais c'est beaucoup plus une réaction. Parce que la défense tient compte de quoi? La défense tient compte
de l'assaut. La défense tient compte de l'action qui vient vers vous. C'est à cela que vous réagissez, c'est à cela que vous asseyez toute une stratégie comportementale ou voilà, toute dynamique pour préserver un certain nombre d'éléments qui sont les vôtres et que vous ne voulez pas donc voir donc atteint ou perturbé par l'élément exogène qui vient. Mais est-ce que le contexte aujourd'hui répond encore à cette réalité? Ah, ça, c'est une grosse question qu'il faut se poser. Le contexte a évolué parce qu'on est dans une insécurité des plus accrues du fait de personnes qui ont décidé depuis un certain nombre de temps de troubler voilà, le Burkina Faso et de lui trouver des décès noirs. Et nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Beaucoup ont dit pendant longtemps, mais on est en guerre ou on n'est pas en guerre? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas dire clairement qu'on est en guerre? C'est vrai que le discours a évolué là-dessus, mais quand on a un ministère aussi qui, lui aussi, dans sa dénomination évolue, je pense que ça donne la réponse à tout le monde. Parce que la guerre, dans son sens plein, il entrevoit pas l'attentisme. Ce qu'il entrevoit aussi, c'est de se projeter. L'anticipation. Même pas seulement que l'anticipation, c'est dans l'ouverture même des champs du possible. C'est d'abord l'action qui prévoit la violence avec la mort de l'ennemi. C'est ça la guerre. Donc comprenez l'évolution sémantique des choses. C'est ça la guerre. C'est l'usage possible de la violence et justifié, et ce, même pour tuer l'ennemi. Ça, c'est avec la mort de l'ennemi en objectif. Donc, on est dans une évolution sémantique qui, pour moi, aussi tient compte du contexte dans lequel nous sommes. Pendant longtemps, on a eu une grosse impression, c'est de voir que, bon, on était plutôt dans la réaction. Et à un moment donné même, on nous a donné le sentiment que on va faire une restructuration géographique qui fera de sorte à ce que, bon, il y a des parties même, on va demander à nos populations de quitter, on va leur donner des délais. Bon, quitter une partie de votre territoire pour laisser cela à qui? Pour éviter des dommages collatéraux, vous allez quitter, puis on va bien mener la guerre. Ah, bon, on n'est pas des puristes, mais on s'était posé beaucoup de questions. Et beaucoup demandaient, mais quand est-ce qu'on va arrêter d'entendre qu'ils sont venus le matin, ils nous ont attaqués? Quand est-ce qu'on va avoir cet autre son de cloche qui est celui qu'on a conquis ceci? On est allé les trouver alors qu'ils dormaient, on est allé les trouver dans leur antre. C'était ce chemin-là qu'on voulait. Et ça, c'est une guerre. Et quand on est en guerre, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on veut reconquérir l'entièreté de son espace, je pense aussi que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, avec cette dénomination nouvelle, je pense qu'elle répond, en tout cas, à mon sens, de façon pleine au contexte. Il y a eu aussi, dans ce remaniement, des fusions, ce qui a occasionné des disparitions de certains ministères, pas disparitions au sens étymologique du terme, mais des ministères comme ceux de l'environnement, de l'eau, qui se sont retrouvés rattachés à d'autres ministères, infrastructures également. Mais là-dessus aussi, il y a eu de nouveaux visages. Comment est-ce que vous interprétez tout cela? Pour moi, c'est moins les nouveaux visages, parce que je me dis que souvent, il y a que dans la réalité des choses, c'est au pied du mur qu'on juge. On a fait des éléments qui ont été partagés juste avant que je ne vienne, où il y a eu des avis de personnes qui connaissent un peu mieux les nouveaux ministres. Quand je parle par exemple du chapitre sport, j'entendais Claude Romba qui disait que madame, elle cache toutes les cases au regard déjà de son parcours, mais je vais dire ce sont des éléments qui pourront s'affirmer dans la gestion concrète des choses. Mais quand on regarde dans le fond, pour moi les fusions aussi, elles répondent, comme je l'ai dit à un moment donné aussi, à un objectif aussi d'économie d'échelle. Il faut peut-être réduire le nombre fonctionnel de ministres, réorganiser les missions, faire de sorte à ce que là où il y a des vases communicants, on puisse avoir des missions qui soient dévolues désormais à d'autres entités qui existaient depuis et donc qui auront un champ un peu plus large. Quand on prend par exemple le ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques, je pense qu'elle a été associée à celui de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, donc ça devient maintenant le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales
et à l'éthique. Mais quand on regarde, il y a aussi un ministre de l'Agriculture, le commandant Ismaël Sombier, qui a abattu un travail énorme. Donc je pense que c'est aussi quelque peu lui reconnaître que même il peut aller au-delà de ce qu'il est en train de faire pour peu qu'on lui laisse on lui laisse un domaine d'action un peu plus large, parce qu'il y a des vases communicants, je l'ai dit toujours, aussi quelquefois dans certains compartiments sur lesquels vous exercez. Donc c'est l'environnement agriculture, je pense que ça ce ne sont pas des secteurs qui sont il y a la possibilité d'une homogénéité quand même à créer. Et puis j'ai dit encore pour le commandant Sombier, dont on a vu les résultats probants, notamment sur les questions les questions de campagne dont les statistiques ont été partagées, céréales à plus de 100%, c'est des éléments qui sont assez probants. Donc je pense à l'autosuffisance. Évidemment. Donc je pense que ça, on se dit que ça peut être géré et c'est possible. Et quand on prend aussi l'autre fusion qu'il y a eu, je pense que c'est le ministère des infrastructures, du désenclavement, qui a été fusionné avec celui de l'habitat et de l'urbanisme. Donc ça devient ministère de la construction de la patrie. C'est vrai que la dénomination change. Je pense que c'est la meilleure façon de regrouper tout ça. Parce que quand on parle d'infrastructure et désenclavement, je pense que ça prend en compte ce que nous avons comme interconnexion qu'on peut mettre entre nos villes. Ça veut dire que c'est les questions routières, rails et autres. Donc c'est aussi un élément très important quand on a entendu le président très récemment qui a dit que les grandes régions, les chefs-lieux et tout, il veut les interconnecter et tout cela au capital. Donc c'est un projet qui est très important. Alors que lorsqu'on parle aussi de l'urbanisme, c'est quand même la question de l'aménagement de la ville. Donc pour moi, c'est deux éléments qui peuvent être travailler ensemble. Ça veut dire la réorganisation et l'aménagement de la ville. Donc il y a un élément interne à nos communes et autres. Et il y a le lien infrastructurel qu'on veut créer, qui peuvent échoir en termes pour moi de vision et autres à une même entité, et c'est celle qui a été créée, donc le ministère de la construction de la patrie. Et ça, la dénomination est bonne parce que c'est ça aussi la vision, c'est vraiment construire la patrie avec une interconnexion entre des villes qui seront restructurées de l'intérieur, mieux pensées au regard des évolutions démographiques que nous avons et tout. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce remaniement. Il nous reste 6-7 minutes de temps d'antenne. L'autre actualité ayant marqué cette semaine, c'est bien sûr l'adoption par l'Assemblée législative de transition de la loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina. Pour les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, que dit succinctement la loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina? Bon, c'est quand même aussi 43 articles répartis en, je pense, 6 chapitres, donc il y a beaucoup d'éléments dedans. Mais pour peut-être il y a quelque chose d'imagé que le ministre de l'administration territoriale dit qui pour moi est très important. Il dit au fond, quand vous regardez, c'est un peu la prise en compte claire de ce qui existe. Ça veut dire qu'on a des autorités coutumières traditionnelles qui ne sont pas en marge de notre monde. Même si on est dans un genre de modernisation ou de temps moderne, mais c'est vrai qu'ils vivent un genre de concomitance des temps, mais c'est juste parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Donc à un moment donné, le mot de dévolution par exemple de pouvoir chez eux, ce que sont les prérogatives, ce sont des éléments qui doivent aussi être intégrés dans notre monde d'aujourd'hui, dans les règles et les textes qui régissent notre vivre ensemble ou nos relations. Ils ne peuvent pas être en marge. Ils doivent exister dans les textes que nous avons. Je pense que c'est cet effort-là qui a été fait. Mais ce n'est pas un effort qui date d'aujourd'hui. C'est ça aussi. Il y a eu plusieurs tentatives. Ça, peut-être, on pourra revenir là-dessus, mais c'est vrai que le temps nous échoue. Mais c'est qu'il fallait le faire de la bonne façon, en les intégrant et puis avec les bons objectifs. Et maintenant, quand on regarde, l'un des éléments sur lesquels il y a une communication qui est faite, parce que c'était attendu de longue date, c'est le caractère partisan des choses. Est-ce que le chef peut continuer dans la dynamique partisane? On a dit non, ce n'est pas possible. Syndicalisme, militer dans des partis politiques, ce n'est pas des éléments possibles. Si vous voulez candidater puis des élections ou quoi que ce soit, vous sortez des rangs
de la chefferie. Ça aussi, c'est un élément qui avait été appelé de longue date. J'ai parlé de la dévolution, le mode dévolution de pouvoir. Il n'est pas pareil il n'est pas pareil partout. Maintenant, forcément, il y a des schémas qui existent dans chaque communauté. Et maintenant, il faut travailler maintenant à les codifier. Et je pense qu'il y a un temps qui a été donné pour qu'ils puissent les codifier. Et lorsque c'est codifié, cela est acté, donc pris en compte. Et c'est ce mode de dévolution-là qui donc aura pignon sur rue concernant la communauté qui en a fait le code. Il y a aussi il y a la possibilité, et ça aussi c'est dans la question de l'organisation interne, de pouvoir, comme on appelle cela, avoir des mesures punitives concernant ces chefferies-là qui va de ce qui est de collège de désignation, de se réunir pour démettre ou prendre des sanctions, ou même jusqu'à l'autorité elle-même d'enlever de la liste officielle un chef du fait d'un certain nombre d'éléments. Et il y a aussi un point qui est important, c'est qu'il y avait entrevu la justice traditionnelle, on en avait parlé longuement. Je pense que c'était des débats aussi qui étaient passés à l'hémicycle. Et parce que sur les questions de cohésion sociale et sur un certain nombre d'éléments de vivre ensemble, il y a un rôle fort que cette chefferie-là joue. C'est même pas pourrait jouer, mais joue déjà. Il fallait pouvoir intégrer tout cela. Et dans la question de justice traditionnelle, il leur est dévolu aussi un moyen de pouvoir trouver des justes milieux en cas de conflit. Et ce sont des éléments qui leur sont reconnus. Et puis évidemment, il y a la question des macarons dont on a parlé, parce qu'il faut reconnaître un chef officiel aujourd'hui. Donc c'est autant d'éléments, j'ai dit c'est 43 articles qui sont répartis en 6 chapitres, donc c'est quand même assez dense. Mais moi, il y a un élément qui m'a quand même un peu marqué, c'est que le ministre, et j'ai compris un peu pourquoi est-ce que ça a longtemps aussi traîné, et que beaucoup de tentatives ont échoué. Il disait, ce qui a été l'un des points d'achoppement au départ, c'est que les chefs voulaient être vraiment représentés dans la dynamique de discussion qu'il y aurait. Moi, ça m'étonne. Donc ça veut dire que depuis, on voulait se réunir, décider pour eux. Sans eux. Ce qui se fait pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Donc ça allait être difficile qu'on puisse travailler à avoir un code qui passe. Et aujourd'hui, peut-être c'est le caractère participatif, inclusif, qui a peut-être permis qu'on en arrive à ce qu'on ait une proposition devant la LT et qui soit d'ailleurs adoubée par l'ensemble de l'hémicycle. 3 minutes de temps d'antenne et je vais terminer par là. Justement, quand on regarde le micro-trottoir qui nous a été proposé tout à l'heure par nos journalistes Salimata Kabore et Moïse Ouedraogo, on a senti une attente profonde des populations qui avaient beaucoup à dire par rapport à l'adoption de cette loi. Elle était très attendue, mais là aussi, en termes d'innovation, quand on prend l'aspect neutralité des chefs coutumiers et traditionnels en termes de politique, comment la mise en œuvre se fera concrètement sur le terrain? Parce que les points d'achoppement qui ont freiné aussi, c'était dû à cet aspect des choses. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les chefs coutumiers et traditionnels soient politiquement neutres désormais? Ça, c'est comme je m'ai dit, il y a ce que d'une certaine mesure, les textes peuvent apporter, mais il y a une forte partie des choses qui dépend des acteurs eux-mêmes qui doivent l'appliquer. La question de la neutralité, c'est une question qui est très profonde. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que les gens soient foncièrement impartiaux. Il n'y a pas de personne qui n'ait pas d'avis ou de penchant. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui vous est fait et imposé en termes de posture, c'est que dans toute expression qui est la vôtre, il n'y ait pas le sentiment de votre penchant là qui transparaisse ou bien qui agisse. Je crois que c'est ça la réalité. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilant et regardant. Vous savez, dire à quelqu'un qui est un chef qui n'a pas le droit de candidater, oui, c'est bien. Dire à quelqu'un qui est un chef qu'il ne doit pas rejoindre un parti politique, oui, c'est bien. Mais c'est un genre de grands électeurs et donc d'influenceurs, pour employer les termes qui peuvent être mieux compris. C'est des éléments qui ont des influences très importantes. C'est pour cela que les partis politiques longtemps leur ont fait la cour et ont voulu les avoir à leur côté. Parce qu'ils savent que ce sont des influenceurs et c'est des personnes qui travaillent sur les décisions. Donc à un moment donné, même si il n'est pas officiellement avec vous,
il peut travailler à faire pencher la balance. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est là où il faut vraiment comment dire cela, il faut la vigilance. Si vous êtes pris, c'est ça, si vous êtes pris dans une promotion partisane, et je pense que là-dessus le ministre est un peu venu, il y a des mesures punitives qui peuvent être prises, beaucoup de mesures conservatoires qui peuvent être prises à votre encontre. Donc c'est ça, c'est la vigilance pour moi qui va ici marcher. Et puis derrière, vous savez, quand on vous dit qu'on vous enlève, parce que c'est des citoyens burkinabés comme tout le monde. Tout à fait. Quand on dit, oui, vous êtes un citoyen, mais il y a cela que le citoyen a, mais vous ne pouvez pas vous le permettre. La personne vous demande, mais en contrepartie, comment est-ce que vous me garantissez, me mettez à l'aise, pour ne pas que je ne sois, comment dire cela, dans la loi est claire, pas de l'émulation. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est pour cela que des fois dans l'exercice des choses, il y a quand même un peu de limites. Est-ce qu'il y a des petits justes milieux qui vont être trouvés? Je ne parle pas de contrepartie, parce qu'il faudrait qu'on comprenne. Bien sûr. Tant que le chef coutumier lui-même sera partisan, je ne vois pas comment est-ce qu'à un moment donné, il ne perd pas sa crédibilité et même son autorité. Donc, c'est des éléments qui vont ensemble. Mais je dis, il y a des petits accompagnements, il y a des justes milieux qu'on peut trouver pour les rendre un peu moins sujets à un certain nombre de comment on appelle ça, de pression. Et je pense que ça aussi, c'est des éléments qui peuvent se dire. En tout cas, merci à vous, Geoffroy Vara. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Trui TV et Watt FM. Merci pour ces clés de lecture et ces angles de regard et d'analyse apportés. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Trui TV et Watt FM. Merci sur le FM donc, ce 5e numéro du DEJ Matinal Info pour cette semaine. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.